Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde. Les États-Unis vont-ils entrer en guerre contre l'Iran? Donald Trump refuse de répondre à cette question, en tout cas pour l'instant, alors que l'ayatollah Khamenei, lui, le met en garde contre des dommages irréparables en cas d'intervention militaire américaine. Alors que le monde retient son souffle, on s'interrogera donc sur ce qui est en jeu dans ce conflit entre Israël et l'Iran. On reviendra aussi sur le conclave lié aux retraites. Les négociations d'hier soir n'ont rien donné. Et la réunion de la dernière chance qui est prévue lundi est incertaine. Le MEDEF hésite encore à y participer. Que fera la CFE-CGC? On posera la question à notre invitée Christelle Thieffine, qui est la négociatrice de ce syndicat. Enfin, faut-il construire de nouvelles centrales nucléaires en France pour assurer la production d'électricité dans les prochaines années? Les députés en débattent cette semaine et ce sera notre question qui fâche à la fin de l'émission. Voilà, c'est tout pour le sommaire. On est ensemble pour 1 heure. C'est parti pour Ça vous regarde. Il a ressorti sa casquette MAGA pour l'occasion, Make America Great Again. Mais Donald Trump va-t-il trahir la promesse liée à son slogan MAGA, celle de ne plus engager les États-Unis dans de nouvelles guerres, en l'occurrence une guerre contre l'Iran? Pour en débattre, j'accueille ce soir Aïda Hadizadeh. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste, vous êtes née en Iran. Vos parents, je crois, sont des réfugiés politiques qui ont quitté le pays sous le régime des mollahs. Tout à fait. C'est bien cela. Et vous présidez le groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée. Pouria Amirchahi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du groupe écologiste et social et vous êtes également né en Iran. Enfin, Antoine Bazbouz, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire des pays arabes, politologue associé chez Forward Global. Et puis nous sommes en liaison vidéo avec Étienne Marcus, qui est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions de défense et de nucléaire. À tout à l'heure, monsieur Marcus. Mais d'abord, pour commencer, le récap de Bruno Donnet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Et dans votre récap ce soir, une question et 2 archives. Oui, la question, c'est une journaliste américaine qui a tenté de la poser cet après-midi à Donald Trump. Elle lui a demandé s'il était prêt ou pas à attaquer l'Iran. Seulement voilà, elle s'est heurtée à une réponse, comment vous dire, moitié agressive, moitié normande. Allez-vous frapper la composante nucléaire iranienne? Et quand exactement, monsieur? Vous ne savez pas ce que je vais faire, vous ne savez pas. Je vais peut-être le faire, je vais peut-être pas le faire. Personne ne sait ce que je vais faire. Voilà, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, débrouillez-vous avec ça. Alors le président américain a en réalité 3 options. 1, la voie diplomatique. Elle paraît toutefois de plus en plus étroite, car après que Donald Trump a publié sur son réseau social une menace on ne peut plus explicite à l'égard de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de l'Iran lui a répondu ceci, c'était ce midi à la télévision iranienne. Les Américains doivent savoir que toute intervention militaire de leur part sera sans aucun doute accompagnée de dommages irréparables. La deuxième option, c'est celle qui consiste à laisser Israël frapper l'Iran seul. C'est aujourd'hui la 6e journée d'offensive et l'armée israélienne a déjà détruit de très nombreuses caches d'armes ainsi qu'une importante installation de production de centrifugeuses, car la principale pomme de discorde, vous la connaissez Clément, c'est la capacité potentielle de l'Iran à fabriquer la bombe atomique. Alors il s'agit là d'une très ancienne querelle entre les deux pays. C'est pour ça que vous êtes allé fouiller du côté des archives. Des archives de l'ONU, Clément, pour être précis. Regardez bien, c'était il y a presque 15 ans et Benjamin Netanyahou accusait déjà l'Iran d'enrichir de l'uranium pour fabriquer la bombe. À ce stade, il n'y en a plus que pour quelques mois, peut-être quelques semaines, avant qu'ils aient assez d'uranium enrichi pour construire leur première bombe. Ça fait donc des années que l'Iran est suspecté de préparer l'arme atomique. Seulement voilà, il y a 9 jours, l'Agence internationale de l'énergie atomique a publié ce rapport. Il est accablant, dans lequel il accuse Téhéran de stocker, tenez-vous bien, 400 kilos d'uranium hautement enrichi. Information démentie avant-hier par l'ambassadeur d'Iran en France. Est-ce qu'il y a un rapport qui dise que l'Iran a la bombe atomique ou est prêt d'avoir une bombe atomique? Non, l'Iran n'a pas la bombe atomique.
Enfin, la troisième possibilité, c'est celle que les États-Unis entrent en guerre directement avec l'Iran. Il y aurait là une raison principale. Les sites d'enrichissement de l'uranium se trouvent à plusieurs dizaines de mètres sous terre et l'armée américaine est la seule à posséder la bombe qui est capable de pénétrer aussi profondément. Je vous la montre. Elle s'appelle la GBU-57 et elle a été conçue pour parcourir jusqu'à 61 mètres sous terre avant d'exploser. Alors, aux États-Unis, la chaîne conservatrice Fox News privilégie cette hypothèse depuis hier. Elle multiplie donc les analyses en ce sens, mais elle a peut-être oublié cette archive-là, celle dans laquelle Donald Trump nous expliquait que finalement, il n'aimait pas la guerre. Nous mesurerons notre succès pas seulement par les batailles que nous gagnerons, mais aussi par les guerres auxquelles nous mettrons fin, et peut-être le plus important, celles auxquelles nous ne participerons pas. Eh oui, les promesses, cher Clément, n'engagent que ceux qui les formulent. Merci beaucoup, Bruno Donnet. On va commencer par cette question que tout le monde se pose. Les États-Unis vont-ils, oui ou non, bombarder l'Iran ? Je vais peut-être le faire, peut-être pas. Cette phrase que Bruno Donnet nous a fait entendre à l'instant. Antoine Basbous, comment est-ce que vous voyez les choses ? Le président américain laisse planer le doute, mais le président américain est engagé dans la négociation. En 2018, il avait déchiré l'accord signé par son prédécesseur. Et là, il cherchait à imposer un nouvel accord. Il dit aux Iraniens, les choses sont simples. Ou bien vous renoncez à l'enrichissement, au programme nucléaire. À ce moment-là, on lève les sanctions. Et les Iraniens avaient appelé ces négociations les négociations pour la levée des sanctions, tellement les sanctions étranglent le pays. Et il a dit, vous avez 60 jours pour signer. Bon, là, au 61e jour, et après la condamnation des gouverneurs de l'AIEA de l'Iran pour avoir violé et dissimulé les accords, et dissimulé de l'uranium enrichi, eh bien, au 61e jour, Israël a frappé durement, sévèrement. Il a ouvert une autoroute du ciel. Maintenant, le ciel iranien est vraiment totalement entre les mains d'Israël. Donc, ça veut dire que si les États-Unis interviennent, leur objectif ne sera pas forcément uniquement de détruire les sites nucléaires, mais vraiment de changer de régime ? Je crois que, d'abord, les Américains ont déplacé une armada monstrueuse autour de l'Iran. Il y a les B-2, B-52 à Diego Garcia avec les bombes. Ceux qui peuvent lancer les bombes dont Bruno Donnet vient de nous parler. Tout à fait. Il y a 2 porte-avions, un 3e qui s'achemine sur site. Et il y a des bases fixes dans le Golfe. Donc les États-Unis ont toutes les capacités. Et l'Iran n'a pas intérêt à les chatouiller parce que ça serait du suicide pour les Iraniens. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je crois que c'est la dernière ligne droite. Il leur dit la chose suivante. Ou bien vous signez et à ce moment-là, vous changez de politique. Ou bien vous ne signez pas, vous êtes exécuté. C'est le changement de régime avec, entre nous, beaucoup d'inconnus derrière. Aïda Hadizadeh pour Yamir Shaikh, votre regard à vous sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui du côté des États-Unis? Alors, on peut considérer que le président Trump parle de manière un peu légère, mais en réalité, si c'était un autre chef d'État, il aurait employé un langage beaucoup plus diplomatique, peut-être plus langue de bois, mais il aurait dit à peu près la même chose. Quand on est en guerre, et le président américain s'est mis de facto en guerre puisqu'il a apporté son soutien à Israël, on ne dévoile pas ses intentions. Sinon, c'est pas la peine de lire Lao Tse, l'art de la guerre pour savoir ça. Il le dit avec son langage très simple, très basique, mais il ne peut pas... je veux dire, sinon il se désarme tout de suite. Et visiblement, moi, les informations que j'ai, c'est de sources assez sûres, quelqu'un qui connaît très bien ce qui se passe à la Maison-Blanche. Les Iraniens seraient revenus, évidemment, de manière... pas par une voie officielle, mais pour dire on est prêt à renégocier. Et il aurait dit c'est pas le moment, on va voir plus tard. En fait, il joue ça aussi. C'est le grand flou et c'est la grande angoisse surtout, je tiens à le rappeler, pour les millions d'Iraniens qui sont otages à la fois du régime islamique, mais ça fait 40 ans qu'ils subissent ce régime et désormais sous la menace des bombes israéliennes et peut-être américaines. Déjà 400 civils ont été tués. Pour Yamir Shaikh, comment voyez-vous la situation là aujourd'hui? Et en fait, on nous décrit le récit d'une catastrophe. C'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux. Une catastrophe dont personne ne mesure les conséquences potentielles. Aïda vient de le dire à l'instant. Ça fait 40 ans que ce peuple iranien vit sous la coupe réglée des mollahs. Mais l'attaque israélienne, qui est une attaque illégale, je le rappelle, quelles qu'en soient les justifications apportées, ne produit que du chaos, rajoute du malheur au malheur.
dans la grande panique qui s'installe dans une ville, des centaines de milliers d'habitants qui fuient Téhéran. Et pourquoi? Au fond, personne n'en sait rien, à part Netanyahou lui-même, qui est le seul qui fixe le cap, qui est le seul qui donne aujourd'hui le ton et le là. Parce que, voyez-vous, tout ce qu'il nous a raconté sur la réalité du programme d'enrichissement nucléaire iranien, qui est un vrai sujet et un vrai danger potentiel pour toute nation d'ailleurs qui aurait une bombe atomique, est à peu près le même récit, quasiment mot pour mot, de ce qu'il avait dit en 2002 à propos de l'Irak. Car c'est lui qui avait initié en 2002 déjà tout un processus de mise en alerte, et on sait ce qui s'est produit après. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à l'époque, les Américains ont dit à l'époque, Saddam Hussein a des armes de destruction massive. Mensonge révélé. Le mensonge étant d'ailleurs démasqué, tout de suite le discours a changé. Nous allons aider les peuples à se libérer. Bon. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Daesh, dans toute la région. Et 1 million de morts. Et évidemment 1 million de morts. Donc, Antoine Basbous, peut-être sur la réalité de l'état d'avancement du programme nucléaire iranien, officiellement à vocation civile. Nous avons un arbitre. L'arbitre, c'est l'AIEA. Complètement. Et l'AIEA dit quoi? Qu'il y a viol des accords, qu'il y a de quoi fabriquer 9 à 10 bombes nucléaires, qu'il y a dissimulation, parce qu'il y a 3 sites dans lesquels l'AIEA a découvert de la matière fissile enrichie, et que les Iraniens ne disent pas quelle est l'origine, comment cette matière a atterri ici. Donc il y a dissimulation, il y a viol, il y a enrichissement dangereux, de quoi faire... Au-dessus, un enrichissement supérieur à ce qui est nécessaire pour du nucléaire civil. Le programme de l'Iran, le modèle, c'est la Corée du Nord. C'est-à-dire, on a la bombe, on est sanctuarisé. Pas de bombe, on risque gros. Et donc ils étaient sur le point d'avoir la bombe, je ne sais pas à quelle distance de temps. Ça, l'AIEA le dit aussi. L'AIEA dit qu'il n'était pas sur le point d'avoir la bombe, au sens où ce n'est pas dans les mois qui viennent. Visiblement, c'était 1 an et demi. Ça laisse du temps à la négociation d'atterrir. Ça, on ne le sait pas, ni l'AIEA, ni nous, mais dans la mesure où il y a une marche vers la bombe devait être au bout du parcours. C'est tout à fait exact, mais vous comprenez bien que quand bien même l'AIEA, qui est une agence crédible, fait état de ces dérogations aux engagements pris, il faut aussi savoir que les Iraniens étaient entrés dans une série de négociations. Qui met fin à la négociation? Donald Trump, en 2015. Ce n'est pas moi qui l'ai rappelé, c'est François Hollande. C'est lui qui met fin aux négociations. Il a déchiré l'accord. Oui, mais à partir du moment où vous mettez fin aux négociations, qui étaient des négociations sous contrainte, qu'est-ce que vous levez aussi? Le contrôle sur ces négociations. Et donc les Iraniens, effectivement, qui ont la tentation qu'Aurel nous avait dit, mais en fait la tentation de n'importe quelle puissance qui désire avoir une bombe atomique, hélas, c'est-à-dire de considérer qu'il est dans le cercle des puissants dès lors qu'il l'a, et le cercle des nations secondaires lorsqu'il ne l'a pas, à continuer dans l'ambiguïté stratégique, à nourrir son programme. Mais au fond, on n'est pas des techniciens du nucléaire, moi je ne suis pas capable d'en parler. On parle d'une géopolitique qui est en train de conduire l'humanité à un désastre potentiel dont personne ne maîtrise les conséquences. On parle d'enjeux politiques, mais avant tout aussi d'une offensive militaire. Et j'aimerais qu'on fasse le point justement sur la situation sur le plan militaire avec notre invité qui est en liaison vidéo avec nous à distance, Étienne Marcus. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de nucléaire. Est-ce qu'Israël a les capacités militaires de venir à bout du régime iranien sans une entrée en guerre officielle des États-Unis, selon vous? C'est très compliqué de dire qu'est-ce qu'on entend par venir à bout du régime iranien. Si c'est neutraliser le leadership politique, donc les autorités politiques, c'est, je dirais, possible, voire probable. Ils l'ont montré avec le Hezbollah, ils ont été capables de neutraliser Hassan Nasrallah malgré le fait qu'il soit dans un bunker enterré sous des immeubles de Beyrouth. Donc voilà, ils pourraient tenter de faire la même chose avec le guide suprême. Toutefois, est-ce que cela suffirait à faire tomber le régime? C'est loin d'être sûr. Et surtout, en fait, on ne sait pas qui prendrait la place du guide suprême en cas de neutralisation. Et il faut savoir qu'en fait, pour l'instant, vous en parliez un peu plus tôt, l'Iran est doté de ce qu'on appelle un état de seuil, c'est-à-dire qu'il dispose de toutes les technologies nécessaires au développement d'une bombe nucléaire. Toutefois, la décision politique
de fabriquer la bombe n'a pas été prise. Et ça, c'est probablement dû au fait que les autorités religieuses du pays sont contre la bombe atomique par principe religieux, mais c'est pas le cas de tout le monde dans le régime. Il y a notamment donc les gardiens de la révolution qui sont eux beaucoup plus pragmatiques, qui souhaiteraient doter la bombe, l'Iran de la bombe. Et donc, si le guide suprême venait à être neutralisé, il n'est pas dit que ce soit un religieux qui prenne le relais, mais ce pourrait être quelqu'un des gardiens de la révolution qui décide de franchir le dernier pas et donc d'essayer de doter l'Iran de la bombe nucléaire. Pour revenir à l'aspect purement militaire, on a vu Donald Trump hier annoncer d'une certaine façon une très grosse opération à venir. C'est ce qu'a dit aussi l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui a fait référence à l'opération des beepers qui avait ciblé le Hezbollah en disant ça, en gros, c'était rien par rapport à ce qu'on va faire. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait se produire là dans les heures ou les jours qui viennent ? Alors là, il y a un gros dilemme pour Donald Trump, vous en parliez également, le fait que sa base politique, MAGA, est contre et anti-interventionniste. Donc c'est difficilement dans l'intérêt de Donald Trump de se lancer dans une telle aventure qui pourrait lui coûter très cher politiquement. Donc il a plusieurs options, soit ne pas s'engager, soit s'engager pleinement et tenter de faire chuter le régime, ou alors fournir à Israël les capacités qui lui manquent, et notamment ces fameuses bombes anti-bunker, donc les GBU-57, qui pourraient neutraliser les structures les plus durcies, les plus enterrées, donc l'usine d'enrichissement de Fordo, mais aussi des sites de stockage de missiles. Donc moi, je pense que dans un premier temps, c'est mon analyse, bien sûr, je suis loin d'être dans le secret des dieux, mais les États-Unis pourraient être tentés de faire des raids de bombardiers stratégiques, donc les fameux B-2, qui partiraient des États-Unis et iraient tenter de neutraliser ces bunkers par des frappes lourdes, mais dans un événement unique. Parce que s'engager dans une guerre longue, on l'a vu avec l'Irak, c'est loin d'être une garantie de succès. Côté iranien, est-ce qu'on a une idée précise du stock de missiles dont dispose encore le régime et de sa capacité ou non à saturer le dôme de fer israélien ? Ça, c'est très difficile de se prononcer. Ils auraient tiré à peu près 400 missiles depuis l'ouverture des hostilités, sur un stock qui était estimé à entre 1000 et 2000 missiles de moyenne portée, c'est-à-dire capables d'atteindre le territoire israélien. On l'a vu depuis ces 2 dernières nuits, les salves ont tendance à être de plus en plus minces. Reste à savoir si c'est dû justement à une attrition trop sévère. Donc, par exemple, Israël qui aurait neutralisé une grande partie du stock et le stock qui aurait été en plus en partie tiré, ou alors si c'est une volonté de l'Iran de préserver son stock parce qu'ils savent aussi que c'est une opération qui peut s'inscrire dans la durée. Ils pourraient chercher à préserver leur stock, à attendre que la vague principale passe, parce que Israël ne va pas être capable de mener de telles opérations dans la durée. C'est une petite force aérienne, donc ils pourraient attendre que là encore le gros passe et ensuite tirer de nouvelles vagues. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un risque pour vous que l'Iran utilise ce qu'on appelle une bombe sale, c'est-à-dire ce ne serait pas une bombe atomique, mais une bombe contenant du matériel radioactif qui pourrait malgré tout faire des dégâts ? Non, là encore, je ne peux pas l'exclure à 100%, mais c'est pas du tout dans l'intérêt des autorités, sachant que il me semble que c'est le président Chirac qui l'avait dit que si jamais une bombe nucléaire était tirée par l'Iran, ça signifierait que Téhéran serait rasé dans les minutes qui suivent. Ce serait le même principe, ce serait pas du tout dans l'intérêt des autorités iraniennes qui sont pragmatiques. Ce ne sont pas des fous furieux religieux comme ils sont parfois présentés. C'est un régime pragmatique et c'est là encore pas dans l'intérêt du régime de se lancer dans une telle escalade. Merci beaucoup Étienne Marcus, je crois que vous devez nous quitter, mais merci d'avoir été en direct avec nous dans Ça vous regarde. Antoine Basbous, ça vous inspire quoi ce qu'on vient d'entendre là, sur notamment la réalité de la puissance militaire iranienne également, sa capacité à frapper Israël ? Écoutez, on a vu pendant ces 6 jours que la capacité se réduit de jour en jour. Et je voudrais revenir sur la bombe. À vrai dire, l'idée de la bombe, c'est quand Saddam Hussein arrosait les villes iraniennes de Scud. Alors, Khomeini, à l'époque, a dit « C'était quoi cette bombe américaine qui a arrêté la guerre au Japon ?» On lui a expliqué ce que c'était. Il a dit « Je veux ça ». Et donc, ce programme a une finalité. Et Khamenei, son successeur, disait la chose suivante. Le programme a commencé avec le chat, monsieur. Je ne veux pas
Avec le régime précédent, bien sûr, Pardon. C'était un programme civil. Là, Khomeini a voulu le militaire. On est passé à un autre stade. Et quand on maîtrise le civil, on peut accélérer pour maîtriser le militaire. C'est le cas de toutes les puissances qui ont maîtrisé le nucléaire. Khamenei a dit, bon, on va faire des recherches, pousser les recherches, mais jamais on n'a pas la finalité de la bombe nucléaire. Or, qu'est-ce qu'il faut quand il a tout le processus et la miniaturisation? À ce moment-là, il fait un nouvel fatwa, un nouveau décret, en disant, nous sommes menacés, il faut passer à la bombe, la vraie bombe. À ce moment-là, tout est prêt pour, avec une fatwa, de commencer à tester la première bombe. Donc ce programme ne s'explique autrement que par la volonté de se sanctuariser, de faire... En forme d'assurance vie pour le régime iranien. J'aimerais qu'on évoque la situation en Iran du côté de la société civile. Je crois que vous avez tous les deux de la famille ou des proches qui sont là-bas. Aïda Adizadeh, comment vous vivez ce moment? Est-ce que vous arrivez à avoir des informations auprès de vos proches, savoir comment eux, surtout, vivent la situation? Alors, on n'échange pas avec ma famille de manière régulière. On a évidemment un groupe WhatsApp, je crois que c'est le cas de toutes les familles. Mais depuis longtemps, on a pris l'habitude de ne pas parler de politique parce que nous, on ne veut pas les mettre en difficulté. On sait que c'est des conversations qui peuvent être interceptées. Et on ne veut pas, nous, d'ici, de notre petit confort de démocratie, les mettre, eux, en difficulté. Donc là, ils nous disent que ça va, qu'ils sont dans l'attente, dans une forme d'angoisse. Il y a beaucoup de résilience, je trouve. Les premiers mots de ma tante, c'était de dire on en a vu d'autres. Beaucoup de malheurs se sont déjà abattus sur nos têtes. On a l'habitude, mais en fait, c'est une angoisse terrible. Et puis, les mots d'ordre de partir, les Israéliens, on leur indique où aller. Ils ont des abris anti-bunkers, ils ont le métro ouvert. Là, c'est des messages partez. Vous voyez, les images sont derrière vous, des fils qui se rallongent. De voitures qui quittent Téhéran. C'est une capitale de près de 10 millions d'habitants. Il faut imaginer la taille de cette mégalopole. Il faut imaginer aussi qu'il n'y a plus d'essence, que les banques ne marchent plus parce qu'il y a eu des attaques aussi. Internet est très fortement perturbé. Voilà. Et donc c'est le chaos. C'est le chaos. Et donc que font les gens dans le chaos? Ils attendent, ils angoissent, ils espèrent que tout ça va s'arrêter. Pour Yamir Shahi, on a vu l'ayatollah Khamenei aujourd'hui s'en référer à la nation iranienne qui ne se rendra jamais. Il en appelle au sentiment national, à une forme de réflexe patriotique. Est-ce que cela pourrait, d'une certaine façon, ressouder un peu les Iraniens autour du régime, un réflexe patriotique? Moi, je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout parce que je pense que ce régime, la société l'a montré. Il est assis, bien sûr, sur une base réelle qu'il nourrit avec... du clientélisme organisé, officiel. C'est les Pasdaran, c'est tous les gardiens de la Révolution, c'est leur famille, tout ça. Mais il y a une partie de la société qui s'est soulevée depuis 2009 de façon puissante et magnifique contre ce régime. C'est en Iran que commence ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui n'était pas arabe, en 2009, qui se soulève de façon tout à fait inattendue. Puis ensuite 2011, puis 2013, puis 2017. Et on a eu Zendegi Azadi, qui est le pendant magnifique de l'universalité du mouvement féministe MeToo. Et qui là a pris une dimension particulière parce que c'est en Iran avec le statut fait aux femmes que vous connaissez. Et donc, et ce sont les femmes au demeurant qui étaient les plus courageuses dans cette affaire-là. Parce qu'elles ont compris qu'à un moment donné, il ne suffisait pas d'attendre des hommes qu'elles les autorisent à être ce qu'elles ont le droit d'être, c'est-à-dire des femmes libres. Donc elles ont pris, en bravant tous les dangers, leurs responsabilités. Et ce dont ont besoin sans doute les Iraniennes et les Iraniens aujourd'hui, c'est sans doute de nos conversations expertes, je ne suis pas sûr, sur les capacités militaires des États-Unis et d'Israël réunis, parce qu'à l'évidence, ils sont plus forts que les Iraniens. Donc moi, je pense que le sujet est de savoir s'ils ont besoin d'un soutien puissant pour empêcher que le désastre n'arrive. Et ce soutien, il existe dans la société, il faut alerter les opinions publiques. C'est pour ça que demain, jeudi 19, au Panthéon à Paris, à 18h30, il y a un rassemblement qui doit s'adresser à tout le monde, à toutes les consciences qui sont aujourd'hui très inquiètes et très concernées par la déréliction générale de l'ordre international qui se passe sous nos yeux. On va évoquer l'initiative qui va être annoncée sous peu, visiblement, par Emmanuel Macron. Il en a parlé il y a quelques instants, mais j'ai quand même une question sur la situation de l'opposition au régime iranien. Antoine Bazbous, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui une opposition structurée en Iran ou à l'étranger, dans la diaspora iranienne, qui serait capable de proposer une solution de remplacement à ce régime? Toutes les oppositions qui sont exprimées en Iran ont été opprimées. Un ancien Premier ministre de Khomeini, un ancien président du Majlis de Khomeini ont été emprisonnés
est mis en résidence surveillée. Un ancien président de la République sous Khamenei, le monsieur Mohamed Khatami, est privé de passeport. Il n'a pas le droit de s'exprimer, de parler à la presse. Donc vous voyez, ce sont des gens qui sont issus du régime. Que dire des femmes, que dire des opposants structurés? C'est toujours la répression. En revanche, il y a au Baloutchistan un mouvement armé. Il y a dans le Kurdistan iranien un mouvement armé. Il y a aussi les Moudjahidines du peuple qui ont un camp de base à côté de Tirana. Eux, ils sont habitués à la guerre, ils sont très impliqués. Ce sont eux qui ont donné beaucoup d'informations sur le programme nucléaire. Très vite, parce que je crois que vous voulez aussi réagir, Aïda Hadizadeh, sur cette question, et pour Amir Shahi, après on doit avancer. Pour cette dernière opposition, elle n'est non seulement plus tellement armée, elle fait surtout faire matrole pour Trump ou d'autres. Oui, elle est financée par les Israéliens, mais elle a été désarmée parce qu'avant elle était en Irak et quand Saddam Hussein est tombé, il n'avait plus personne pour les défendre. On les a déplacés à Tirana, mais ce n'est pas du tout une opposition crédible en Iran. Les Iraniens, dans leur grande majorité, les détestent. Moi, je souhaiterais quand même pointer qu'il y a une société civile en Iran qui est très habituée au processus démocratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Iran, il y a des élections qui sont complètement verrouillées, mais en fait, on appelle régulièrement le peuple à aller aux urnes. Et pour faire comprendre la situation à mes collègues et aux Français à qui je m'adresse, c'est comme si on imaginait qu'il y avait un conseil constitutionnel en France qui validait les candidatures sur la base de la Bible ou d'un autre texte issu de Dieu. Si on fait sauter ce verrou-là, l'Iran, dans ses institutions actuelles, peut devenir demain une démocratie. Et je rappelle qu'on a 2 prix Nobel de la paix, dont une est en prison, Narges Mohammadi. Il y a également des avocates, Shirin Ebadi. Nous avons une société civile intellectuelle, éclairée et qui est prête à s'organiser pour participer à un processus démocratique. Sur cette question de l'opposition? Alors, je pense que l'opposition au régime iranien, elle est atomisée en plein de petits bouts. Je ne rentrerai pas dans la caractérisation des uns et des autres. Ce qui compte dans ce que vient de dire Aïda, c'est la force, la vitalité d'une société dans laquelle il y a plus d'étudiantes que d'étudiants, plus de femmes médecins que d'hommes médecins. Une capacité de production artistique, culturelle de très haut niveau, des chirurgiens de très haut niveau. Et attention, parce que si on ne mise que sur le joli miroir que donne à voir cette société, alors on se trompe. Parce que moi, je veux bien qu'on discute de la réalité du régime tyrannique des mollahs, mais je n'accepte pas que dans une conversation qui démarre sur une agression, je dis bien une agression, faite délibérément par Israël, en dehors du droit international, par quelqu'un qui est un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale, on en vienne simplement à discuter comme ça de la fatalité d'un peuple iranien qui aujourd'hui subit cette double peine, et du régime iranien et de l'attaque israélienne. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que si on pense qu'il y a une suite à ce régime iranien, c'était ça votre question, et c'est celle-là qui est importante. À quel moment vous avez pensé, à quel moment on a pu imaginer une seule seconde, fort de l'expérience, que on libère un peuple par des bombes qui viennent d'extérieur? À quel moment? À quel moment ça a marché? Pourquoi Alors là, vous êtes sur exactement la suite du débat, la ligne portée par Emmanuel Macron. Oui, mais je pense que l'initiative du président de la République serait... on va faire, pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi on parle, on va voir un reportage qui nous explique la situation de l'Europe qui se divise sur cette question de l'Iran. 2 lignes qui s'opposent, la France et l'Allemagne, avec les États-Unis un peu en arbitre des élégances. On fait le point sur cela avec Maïté Frémont. Ça va venir. Entre Trump et Macron, rien ne va plus. Le président Emmanuel Macron, toujours en quête de publicité, a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler sur un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Le président américain tacle à répétition. Je n'ai pas dit que je cherchais un cessez-le-feu. C'est Emmanuel, un chic type, mais il n'a pas souvent raison. Alors Emmanuel Macron répond et se défend. Le cessez-le-feu, comme c'était surtout le président Trump qui l'évoquait hier. Derrière la passe d'armes, les divergences de fond des Occidentaux sur l'offensive israélienne et l'éventuel soutien des Américains, le président français multiplie les mises en garde. Je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher par la voie militaire à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Mais au sein des 27, les principaux partenaires de la France sont moins réservés sur cette offensive.
Le plus grand respect pour le fait que l'armée israélienne ait eu le courage de faire ce sale boulot. Sinon, nous aurions peut-être continué à subir pendant des mois et des années le terrorisme de ce régime, qui aurait peut-être même fini par se doter de l'arme atomique. Quant à la Grande-Bretagne, nous déployons des ressources dans la région, y compris des avions de chasse, et ce dans le cadre d'un soutien d'urgence. Alors les 27 arriveront-ils à s'unir pour parler d'une seule et même voix? La condition pour ne pas être hors jeu diplomatiquement. Aïda Eddizadeh, on voit bien qu'il y a deux lignes qui s'opposent. D'un côté, la ligne allemande qui remercie presque Israël de faire le nécessaire pour se débarrasser de ce régime. Et puis celle d'Emmanuel Macron qui prône la négociation. Emmanuel Macron qui présidait un conseil de défense cet après-midi. À l'issue de ce conseil, il appelle Israël à mettre urgemment fin au conflit. Et il dit que la France va porter une initiative pour proposer un règlement négocié exigeant. Vous positionnez comment entre ces deux lignes? La position du chancelier Merz, c'est une honte et un naufrage. En plus, c'est le chancelier allemand. Le droit international, on en parle comme si c'était un code, un règlement, mais d'où il naît? Il naît de 2 guerres mondiales qui ont ravagé l'Europe et causé plus de millions de morts. En partie, pour la deuxième, à cause du régime allemand. Donc c'est un ensemble de règles qui doit s'appliquer au pays pour que le pire n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'on dit que cette attaque offensive israélienne est illégale. Quand on ne respecte pas le droit, c'est le pire qui peut advenir. Mais vous souhaitez la chute de ce régime religieux en place en Iran depuis 40 ans? Le droit, parce qu'il n'y a que le respect du droit qui peut éviter les pires catastrophes aux innocents. Nous sommes toujours et nous resterons toujours du côté des innocents qui se font massacrer. Donc il faut ramener tout le monde à un accord. Il faut que les bombes cessent de pleuvoir. Il faut aussi épargner les Israéliens. Moi, je pense aussi aux Israéliens qui vivent dans la même angoisse. Mais depuis qu'Israël existe, il faut qu'on arrive pas à une gestion du conflit dans cette région-là, mais à une résolution de conflit. Et ça passe par quoi? Ça passe par des accords, ça passe par le droit. On y est arrivé en Europe. On y est arrivé alors que les deux pays s'étaient déchirés sur moins de 50 ans. On pourra y arriver dans cette région. Antoine Basbous, sur ces deux lignes-là. Écoutez, d'abord, je ne peux que saluer les bonnes intentions, pourvu qu'elles portent des fruits. Bonnes intentions, la communication c'est une chose, la réalité c'en est une autre. Et d'ailleurs, je voudrais poser une question fondamentale à vous quatre, à vous trois. À quand remonte le début de ce conflit? Est-ce que c'est la semaine dernière ou un peu plus tôt? Entre l'Iran, ses proxys et Israël? Question simple. Est-ce que le 7 octobre ne fait pas partie d'une agression préparée par le cerveau iranien contre Israël? Est-ce que le Hezbollah, qui a été armé et financé par l'Iran, n'était pas un instrument de l'Iran? En gros, si je comprends bien ce que vous dites, c'est on a cherché à négocier, à discuter trop longtemps, ça n'a rien donné, il faut tenter autre chose. C'est pas ça, c'est-à-dire que cette bataille qui a commencé il y a 6 jours remonte plutôt à 2 ans, tout au moins à 2 ans. Toute guerre, Moi, je ne connais pas le point de départ de toute cette histoire parce que ce serait infini et on n'en dormirait pas. Mais il faut sortir absolument de cette situation par une cessation immédiate de la guerre. Exactement comme à Gaza. Il faut que les bombes s'arrêtent immédiatement et il faut, pour obtenir une négociation, justement, que ça s'arrête. Il faut contraindre à la négociation, y compris sur le nucléaire. Mais attention à ce qui est en train de se passer, parce que si on mise sur la chute du régime, en pensant quoi? Que tout d'un coup, les choses vont se libérer, qu'on aura oublié le régime et qu'on va se présenter maintenant à des élections libres et normales. Mais c'est la guerre civile qui s'installe. C'est ça qu'on prépare. Pas ça. Votre collègue parle de la société civile. Je dis justement, écoutez-moi bien jusqu'au bout, cette société civile, on doit compter sur elle, on doit la soutenir, mais pas avec des bombes. Faisons-lui confiance. Elle a fait le chemin déjà pour retirer le voile après Femmes, Vie, Liberté. Elle n'a eu besoin de personne pour le faire. Vous voulez que sûrement pas de bombes. Donc ne sortons pas les armes contre une société. Donc vous êtes pour le statu quo? Non, je ne suis pas pour le statu quo. Je suis pour faire confiance aux Iraniens et ne pas les bombarder. Peut-être que pour vous, des vies d'innocents massacrés ne valent rien. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas mon porte-parole. Mais vous savez, monsieur, la France fait bien plus pour aider la société iranienne et l'avènement l'accompagnement des forces vives vers une démocratie en finançant, comme aucun pays ne le fait, son cinéma indépendant, par exemple. Ça, ce sont des forces puissantes données à la société. Mais faire parler des bombes, juste pour satisfaire, je le dis bien, satisfaire les ambitions régionales de quelqu'un qui est condamné par la Cour pénale internationale, qui fait appel à un allié, qui lui on arrive au terme de ce débat, mais quelques problèmes, qui lui-même fait appel à M. Poutine pour savoir comment il peut intégrer la discussion. Enfin, vous voyez le genre de personnage à qui on a affaire. Ce monsieur s'appelle M. Netanyahou et il est
inculpé dans le cadre de procès. Toutes les 2 semaines, il va devant le tribunal pour répondre de ses actions. Antoine Basbous, est-ce que l'Europe, ou une autre puissance peut-être, a les cartes en main pour mettre fin à ce conflit, ou est-ce que tout est du côté de Donald Trump aujourd'hui? L'action aujourd'hui, c'est côté Washington, et pour les autres puissances ou les autres acteurs, on est quand même assez marginaux. Il faut arrêter la guerre, mais celui qui peut siffler la fin de la partie est à la Maison-Blanche. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de ce débat. On n'a pas fini de parler de ce conflit, on l'a bien compris. Merci d'être venu nous livrer votre éclairage sur le plateau de Ça vous regarde. On va parler à présent de ce conclave qui n'en finit pas sur les retraites. Faute d'avoir trouvé des points d'accord hier, syndicats et patronats se sont fixés un nouveau et dernier rendez-vous lundi prochain. Bonsoir Christelle Thieffine. Bonsoir. Vous êtes en charge des négociations dans ce conclave pour le compte de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. On en parle dans un instant, mais on fait d'abord le point sur ce qui bloque dans ces discussions avec Stéphanie Despierres. Si on vous invite, Christelle Thieffine, c'est parce que vous êtes l'un des personnages principaux du conclave des retraites. Négociatrice en chef pour la CFE-CGC, secrétaire nationale du syndicat, vous avez passé toute la journée d'hier autour de la table pour rien. Un peu avant minuit, la dernière réunion s'achève sans accord. Les organisations patronales n'ont pas voulu ouvrir la porte pendant toute la journée sur la revendication de l'amélioration de la pénibilité, sur l'amélioration de la retraite des femmes et sur l'amélioration du départ quand on a une décote parce qu'on n'a pas assez de trimestres de cotisation pour bénéficier de la retraite. Côté syndicat, vous voulez ramener l'âge de départ sans décote à 66 ans. Le patronat veut le maintenir à 67 ans et le médiateur propose 66 ans et demi. Ce qui agace profondément la CFTC. Je suis très en colère parce qu'en fait, jouer sur des 6 mois seulement pour des gens qui ont besoin de se poser avant 67 ans, je trouve que c'est inadmissible. Hier, Christelle Thieffine, vous aussi, vous étiez très en colère contre le patronat. Mais tout n'est pas fini. Les discussions reprendront lundi, à condition qu'il y ait assez de participants. Le MEDEF n'est pas très partant. Je suis très réservé et je peux vous expliquer pourquoi. Dites-le nous alors, pourquoi? Voilà, parce que nous n'étions pas demandeurs que cette réforme soit réexaminée. Ouais. Elle apporte au pays, pas aux entreprises singulièrement. Et à bas bruit, certains sont en train de la détricoter. Or, notre pays a besoin de travailler plus et notre pays est en grande difficulté financière. Alors ça peut paraître très abstrait, ça veut dire qu'au rythme où vont les choses, rapidement, nous ne pourrons plus payer les retraites. Christelle Thieffine, vous nous direz si lundi vous serez à cette nouvelle session du conclave et si vous pensez qu'il y a encore une chance de trouver un accord. Bonsoir Christelle Thieffine. Bonsoir. Je vous repose la question. On vient de voir que le MEDEF hésite à participer à ce dernier round de négociations lundi prochain. Qu'est-ce qu'il en est de la CFE-CGC? Est-ce que vous serez présent? Oui, la CFE-CGC, donc je serai présente à cette dernière réunion. Vous avez hésité? Non, écoutez, nous, c'est assez clair parce qu'on a dit depuis le début que nous étions dans ces discussions, coûte que coûte, et que nous serions jusqu'à la fin. Donc, on s'y tient. Et vous êtes dans quel état d'esprit au lendemain des échecs, de l'échec de ces discussions? Écoutez, là, pour nous, c'est la fin. Je pense que, malheureusement, ça va être extrêmement compliqué d'obtenir un texte commun. Je crois que quand on écoute Patrick Martin, c'est assez frappant, qu'on aura vraiment des difficultés à aboutir sur ce sujet-là. En tout cas, pas en ce moment et pas dans le périmètre ou dans le timing qui nous est donné actuellement. Alors je reprends la phrase prononcée par Patrick Martin, le président du MEDEF. Nous n'étions pas demandeurs que cette réforme soit réexaminée. Est-ce que le MEDEF a vraiment intérêt à conclure un accord qui serait soumis au Parlement avec le risque donc de voir la gauche, en l'occurrence, réintroduire les 62 ans sous forme d'amendement? Oui, c'est le risque effectivement de la partie patronale, alors que nous, les organisations syndicales, dans cette négociation, au moins on n'a pas cette crainte-là. Mais est-ce que ce n'est pas un jeu de dupes depuis le début? Est-ce que finalement, 3 mois et demi, dès le début, le MEDEF savait qu'il voulait aller vers un échec de ce conclave? En fait, c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on pouvait sentir au fur et à mesure. On avait un doute dès le départ, mais nous, on considère que quand on dit on top et puis on va dans une négociation, c'est qu'on a envie de s'y engager. Et ce que je trouve dommage, effectivement, c'est que le patron du MEDEF avoue aujourd'hui
qu'en fait, il ne voulait pas de cette négociation et qu'il ne voulait pas revenir sur cette réforme, alors que le contrat, il était clair du point de vue des organisations syndicales. On s'en est jamais caché que nous, le sujet, c'était bien de revenir sur cette réforme. Ça veut dire que pour vous, négocier sans le MEDEF lundi prochain, ça aurait quand même du sens? Vous iriez malgré tout? Ou est-ce que l'absence du MEDEF mettrait fin à toutes les discussions? Je crois qu'en fait, ça ne s'appellera plus une négociation simplement. Par contre, je pense que nous, organisations syndicales, celles qui restent autour de la table aujourd'hui, on est capable d'écrire un texte, au moins pour le présenter au public, aux citoyens, à nos élus, pour leur dire, voyez, les organisations syndicales en responsabilité, nous avions des idées. Alors, il y a des sujets qui sont quand même sur la table des négociations. Il y a 3 sujets qui sont sur la table. Le mode de calcul de la retraite des mères de famille, les critères de pénibilité et l'âge de suppression de la décote. La décote, je rappelle, c'est ce qui permet de partir à la retraite à taux plein quand on n'a pas tous ces trimestres. On va commencer sur la retraite des femmes qui ont eu des enfants. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans cette discussion-là? Écoutez, je pense que peut-être c'est le sujet qui est le moins clivant. Et vous savez, en fait, ça, c'est la marque CFE-CGC, c'est ce que j'ai porté particulièrement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la réforme des retraites, on l'a dit, tout 2023, en fait, elle a violemment impacté les femmes qui ont perdu les trimestres pour enfants acquis. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne les ont pas perdus officiellement, mais le fait de décaler l'âge légal de départ à la retraite fait qu'elles ne peuvent plus les utiliser réellement. Exactement. En fait, ça s'est effacé de fait, et sans qu'en fait, on n'en dise rien, alors qu'on a des problématiques d'égalité professionnelle dans les carrières en France, que c'était un moyen de résorber des inégalités qui se font toute la vie, et que là, en fait, on n'a rien dit, on passe une réforme et puis il n'y a plus de balance. Et donc nous, on a apporté effectivement des sujets pour à la fois permettre aux femmes qui ont des trimestres pour enfants de partir plus tôt, de partir avant les 64 ans, en disant finalement, elles se sont pris ça de plein fouet et récupérons ces années perdues et permettons-leur de partir avant, et nous, on donne le choix de dire, en fait, on choisit de faire une carrière, on continue à travailler jusqu'à 64 ans, voire plus, et là, par contre, on surcote. Parce qu'on aura fait des trimestres en plus, on a une surcote, donc de 5%. Et là-dessus, vous avez un espoir d'aboutir à un accord? Vous dites que c'est peut-être le sujet qui est le plus... Oui, parce que, en fait, moi, j'ai reçu, quand on l'a posé sur la table, vraiment des effets positifs de tout le monde, y compris la partie patronale, qui se dit, c'est vrai, s'il y a quelque chose à faire, c'est cela. Et y compris du ministère du Travail, parce qu'on en avait parlé en parallèle, et tous les feux sont assez ouverts sur la question. Sur la pénibilité, il y a 3 critères qui avaient été exclus par la réforme d'Elisabeth Borne, que vous souhaitez, vous, syndicats en général, réintroduire. Le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques et les postures pénibles. Que vous répond le MEDEF là-dessus? Alors, en fait, sur ces critères-là, il y a 2 volets. Il y a la prévention, les reconversions, et de l'autre côté, la réparation. Le MEDEF nous dit, on veut faire de la réparation... De la prévention, excusez-moi, de la prévention uniquement, mais pas de la réparation. Et en fait, nous, ce qu'on dit, syndicats, c'est que la prévention, oui, on y va, bien sûr, mais que tant que cette prévention ne fait pas ses effets, nous avons des salariés qui sont en situation difficile, qui ne peuvent plus travailler, et il faut pouvoir les faire partir en retraite. Et là, ça concernerait 2 millions de salariés qui pourraient partir plus tôt. Comment vous financez cela? Parce que ça a un coût énorme. Écoutez, en fait, après, c'est l'équilibre global qu'il faut trouver. Et nous, c'est une question d'effort partagé. Donc, on est prêt à dire, on peut cotiser plus, côté salarié, côté employeur, et sous-indexer de façon très temporaire les retraites. Alors, actuellement, il faut travailler jusqu'à 67 ans pour partir à taux plein quand on n'a pas tous ces trimestres de cotisation. Vous, les syndicats en général, voulez abaisser cet âge à 66 ans. Là, c'est un non catégorique du MEDEF? Oui, on a une position effectivement qui a été assez ferme sur cette question-là. Ça coûterait 1,2 milliard d'euros par an. C'est très coûteux là aussi. Vous avez des propositions pour financer cette mesure? Parce que, je rappelle, le deal de François Bayrou, il faut être à l'équilibre, il ne faut pas d'impact financier. Oui, écoutez, alors ça c'est quelque chose que nous, CFE-CGC, on ne portait pas particulièrement, mais on est prêt effectivement à encourager nos collègues et à pointer cet actif-là. Encore une fois, c'est effort partagé, c'est un bilan global qu'il faut faire. Et moi, je dirais qu'au-delà de simplement de faire des mesures mécaniques, comptables, des plus et des moins et de ce qu'on peut engranger en termes d'économie, il faut faire un pas de côté et regarder comment va notre économie et finalement d'aller chercher aussi dans
dans le réenchantement économique, d'aller chercher des compétences et de faire de la réindustrialisation, parce que ce sujet d'équilibre, oui, il faut s'en occuper, mais il n'y a pas non plus urgence. Donc en fait, il y a urgence à restaurer des carrières, des métiers qui soient mieux valorisés, qui soient mieux payés, un PIB qui puisse remonter. Et pour nous, c'est aussi un axe. Alors vous dites qu'il n'y a pas d'urgence, mais il y a quand même un objectif à horizon 2030. Dégager 6,6 milliards d'euros pour éviter un déficit du régime de retraite. Ça fait partie du champ des négociations également. Est-ce que là-dessus, vous avez trouvé des points d'accord avec le patronat ? Non, en fait, c'est là-dessus, pour mon organisation, c'est la problématique primordiale, puisque nous sommes partis sur effort partagé. C'est ce que nous avons écrit dans notre note commune, que nous avions écrit, donc notre note d'objectif qui donnait le guide de cette négociation. Et là, on a un MEDEF qui nous dit c'est pas possible, on va ne faire payer que les salariés d'un côté, les retraités de façon très massive, et la partie employeur ne peut rien payer. Et pour nous, c'est à la fois rompre le contrat qu'on avait quand même quand on a écrit cette note. Si ce conclave il échoue, quelle conclusion est-ce que votre syndicat en tirera ? En fait, notre conclusion, c'est que là, on a une problématique de dialogue social avec la partie patronale. On n'a pas trouvé les voies et les moyens d'atterrir, mais surtout de se rapprocher. Parce que là, on est resté quand même pendant toute la période très, très éloigné, campé sur des positions. Ce que je trouve dommage, c'est que au regard de ce que nous dit Patrick Martin ce matin, il ne nous l'a pas dit avant, parce qu'en fait, on aurait pu aussi faire le constat qu'on n'allait pas dans cette négociation, que ce n'était pas possible. Je crois que le MEDEF ne voulait pas le dire, ne voulait pas l'assumer. Moi, c'est la traduction que j'en fais. Je trouve ça dommage. Et j'espère qu'on va pouvoir rouvrir des nouveaux champs, peut-être de façon séparée, mais les problématiques existent toujours. Par exemple, celle des femmes, celle de la pénibilité, et il va bien falloir l'assumer un jour. Vous avez beaucoup reproché à Emmanuel Macron de chercher à contourner les partenaires sociaux au début de son premier quinquennat notamment. Là, il y avait une opportunité de remettre la démocratie sociale au cœur du dispositif, de vous redonner les clés pour prendre des décisions entre vous. C'est une occasion manquée ? Oui, c'est une occasion manquée. Alors, moi, je pense qu'elle est assez importante. Donc, c'est une occasion manquée, mais en tout cas, que nous, on met au crédit de la partie employeur, les organisations syndicales, on a été assez responsables. On a pris des risques parce qu'on a fait des propositions qui sont difficiles pour un syndicat. Et moi, ce que j'ai proposé à mes autres collègues, c'est que maintenant, on fasse la démonstration. Une fois lundi passé, on verra encore une fois ce qui s'y passe, mais qu'on a mis des choses sur la table qui étaient valables. Et j'espère, avec eux, pouvoir construire un texte qu'on présentera. Et si ce conclave n'aboutit à rien, est-ce que vous comptez relancer la mobilisation contre la réforme des retraites ? Écoutez, on verra, c'est chaque chose en son temps et on examinera le sujet avec nos instances. Cette bataille des retraites, les syndicats l'ont menée aussi avec les partis de gauche qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Vous attendez quoi d'eux aujourd'hui ? Écoutez, nous, la CFE-CGC, on regarde tous les partis, on n'a pas de clivage politique. Moi, ce que j'attends, c'est une écoute, puisqu'on a mis sur la place pendant tout 2023 des chiffrages. Là, je reviendrai avec des informations consolidées et j'espère de leur part une écoute pour que politiquement, ils puissent porter des voix fortes autour de ce qu'il faut restaurer. Merci beaucoup Christelle Thieffine. On retient donc que votre syndicat, la CFE-CGC, sera bel et bien présente lundi pour cette dernière journée de négociation du conclave sur les retraites et on suivra cela bien sûr sur LCP. C'est l'heure de la question qui fâche à présent. C'est une proposition de loi qui entend définir le futur énergétique de la France à l'horizon 2035 et même au-delà, avec comme objectif majeur d'acter la relance du nucléaire en France. Bonsoir Antoine Armand, vous arrivez en même temps que je présente le sujet de la question qui fâche ce soir. Donc deux visions s'opposent sur ce sujet. Une vision incarnée par vous. Vous êtes le rapporteur donc, de cette proposition de loi venue du Sénat.
Sénat, qui est débattue depuis lundi dans l'hémicycle. Je rappelle que vous êtes député du groupe EPR, pas pour les centrales nucléaires, hein, mais Ensemble pour la République, et que vous êtes ancien ministre de l'économie. On attend Aurélie Trouvé, qui devrait nous rejoindre d'un instant à l'autre, qui est membre du groupe LFI et présidente de la Commission des affaires économiques, et qui est opposée à cette relance du nucléaire. Mais avant cela, on fait le point sur cette proposition de loi avec Marion Becker. Notre question qui fâche ce soir s'intéresse à l'avenir énergétique de la France. Faut-il relancer le nucléaire ? C'est le débat qui s'est tenu dans l'hémicycle avec la proposition de loi dite Grémillet. Le texte fixe la feuille de route de la France en matière d'énergie pour les prochaines années et vise la neutralité carbone en 2050. Sur le principe, l'objectif est partagé, mais pas la méthode. Ce qui bloque, c'est le nucléaire. Et l'article 3, il prévoit la relance du nucléaire et à minima 6 nouveaux réacteurs. Nous ne pouvons pas faire dépendre l'approvisionnement électrique de la France de réacteurs EPR2 dont personne aujourd'hui n'est capable de dire s'ils fonctionneront un jour. C'est un pari fou pour un pays comme le nôtre. Supprimé en commission, l'article 3 a finalement été réintroduit grâce à l'aile droite de l'hémicycle. Comment imaginer un texte sur l'énergie sans la base de notre électricité, le nucléaire, qui représente 70% de notre production? Nous aurions été totalement irresponsables d'accepter cela et nous ne pouvons que nous réjouir de sa réintroduction en séance avec plusieurs amendements, dont celui du rapporteur qui donne un vrai signal positif à toute la filière. Et surtout qui inverse totalement les délires écolo-gauchistes qui ont prévalu jusqu'ici depuis 2012. Alors, la question qui fâche ce soir, la voici. La France peut-elle se passer de nouveaux réacteurs nucléaires ? Alors Aurélie Trouvé un peu de mal à retrouver le chemin de notre studio, elle ne devrait pas tarder, je commence sans elle. Antoine Armand, qu'est-ce qui se joue pour vous avec cette loi ? Combien de nouveaux réacteurs ? À quelle échéance ? Pour quel prix ? Et aidez-nous déjà à avoir une vision globale des choses. Ce qui se joue, c'est que nous attendons d'avoir une stratégie énergétique globale. Et il est prévu qu'il y ait une loi qui donne cette stratégie énergétique globale. Et que ce soit le gouvernement qui la porte. Ce n'est pas le cas. Et donc il y a une proposition de loi qui vient du Sénat et qui nous permet aujourd'hui enfin d'avoir ce débat dans l'hémicycle. Mais avant d'arriver au nucléaire, il faut que chacun comprenne que l'électricité, c'est seulement un tiers de l'énergie aujourd'hui dans notre pays. Et qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Et que, comme souvent en France, on se focalise sur le sujet électrique, énergie renouvelable et nucléaire. Et un des piliers, avec l'efficacité énergétique, c'est le nucléaire, avec les énergies renouvelables. Et nous avons aujourd'hui fait une relance absolument historique du nucléaire. D'abord parce que c'est la première fois... On a fait aujourd'hui parce que le fameux article 3 de la proposition de loi a été rétabli pour relancer officiellement le nucléaire en France. C'est la première fois dans l'histoire de France que la loi inscrit à la fois son attachement au parc existant et puis la relance du nucléaire pour des décennies, parce que le nucléaire, c'est à la fois décarboné, c'est souverain et c'est évidemment presque 200 000 aujourd'hui emplois directs et indirects en France. Bonsoir Aurélie Trouvé. Bonsoir. Vous êtes essoufflée peut-être, vous avez couru. Bon, bienvenue sur ce plateau. Qu'est-ce qui motive, vous, votre opposition au volet nucléaire de cette loi ? Alors d'abord, je serai évidemment beaucoup moins dans l'autosatisfaction que M. Armand. Tout simplement, il a été décidé de nucléariser encore plus que le plus nucléarisé des scénarios possibles, qui étaient par exemple les scénarios du réseau des transports électriques de France. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, le gouvernement n'a pas... Je redonne le chiffre. 6 nouveaux réacteurs lancés immédiatement, 8 supplémentaires, décision prise à la fin de l'année prochaine. Hein. C'est l'un des scénarios de RTE en réalité. Y compris d'ici fin 2026, sans qu'il y ait à nouveau une décision, c'est acté, quoi. Et donc, le problème, c'est que, je vous le dis, c'est que c'est le plus nucléarisé qu'on pouvait faire. Et pourquoi ? En fait, parce que le gouvernement est allé chercher une majorité avec le Rassemblement national, qui est, lui, alors encore dans le délire le plus profond, qui voudrait même en faire 40 de plus. Donc, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire plus nucléaire. Et évidemment, ça pose plein de problèmes. Je n'en soulève qu'un. L'énorme problème financier.
Vous avez travaillé sur ce sujet avec Charles Amédée de Courson, le rapporteur général du budget. Oui, alors notamment sur les projets à l'étranger d'EDF, par exemple Hinkley Point C, un projet au Royaume-Uni qui est une catastrophe, qui coûte maintenant plus de 50 milliards d'euros, donc c'est-à-dire 6 à 7 fois plus que ce qui était prévu au départ, avec, comme pour Flamanville, qui est un EPR cette fois-ci, des retards de 10-15 ans. Donc en réalité, on spécule sur des technologies qui ne sont absolument pas maîtrisées, mais c'est même pas moi qui le dis. J'aimerais avoir la réponse d'Antoine Armand à ces arguments-là. Le fait qu'on ne maîtrise pas bien la technologie, on a vu les retards du chantier de l'EPR de Flamanville, on ne maîtrise pas les coûts, on voit les dérives sur Flamanville et Hinkley Point. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que ce n'est pas une prise de risque pour sécuriser l'approvisionnement en électricité de la France? D'abord, c'est totalement faux. Ce que vous venez de vous contestez les chiffres? Et ce que vous venez de dire également. La technologie nucléaire, heureusement, on la maîtrise. Et tous les jours, aujourd'hui, la technologie fonctionne. La perte de savoir-faire de la filière, par exemple la perte de savoir-faire de la filière, c'est-à-dire de la construction de l'objet industriel lui-même, est une évidence. Après des années... Ça peut poser des questions de sécurité, la perte de savoir-faire. Ça ne posera pas de problème de sécurité ni de sûreté nucléaire, puisque, au contraire, les standards de sûreté nucléaire augmentent. Il y a beaucoup d'arguments qui sont opposés régulièrement par les personnes qui sont anti-nucléaires. L'argument industriel et de coût et financier est sans doute le plus intéressant parce que c'est un argument de fond, ce n'est pas un argument qui est là pour agiter les peurs. L'EPR de Flamanville a coûté beaucoup plus cher et a été mis en service beaucoup plus tard que toutes les anticipations. Et nous avons tiré les leçons de cet échec. Nous avons tiré parmi les leçons le fait que c'était un réacteur seul, que c'était un réacteur trop complexe, et c'est le sens de ces nouveaux réacteurs EPR2. Nous avons aussi tiré d'Hinkley Point le modèle financier et le contrat lui-même. C'est en Angleterre le modèle financier plus que le chantier lui-même qui est problématique. Donc les leçons ont été tirées. Il y a eu des années de travail. Elles sont encore en cours d'ailleurs pour finaliser le design détaillé et pour lancer la construction. Le nucléaire, ce n'est pas seulement souverain, ce n'est pas seulement industriel, c'est de l'énergie décarbonée dans des quantités qui sont absolument décisives pour l'industrie de demain dont nous avons besoin. Aurélie Trouvé, vous lui répondez quoi là, qu'on est en train de légiférer, de décider pour des dizaines d'années et même des générations et des générations, même des dizaines de milliers d'années, puisque le cycle et les déchets peuvent durer plus de 100 000 ans. On est en train de décider à l'aveugle. À l'aveugle, je le dis vraiment, parce qu'en plus, on n'a non pas un projet de loi du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement n'assume pas de venir avec son projet de loi, mais une proposition de loi qu'ils ont déléguée, si vous voulez, à un sénateur de la droite dure sénatoriale, qui arrive donc sans étude d'impact, puisque ce n'est pas un projet de loi, ce qui est très grave au vu des énormes choix qui sont à faire. Et en plus, c'est d'autant plus à l'aveugle qu'il n'y a pas de scénario global qui est à l'intérieur de cette loi. Donc on décide un peu une production du nucléaire sans savoir quelle baisse de consommation énergétique et donc quelle consommation d'énergie on veut assouvir. On n'a pas en face la production d'énergie non plus qu'on veut avoir, non plus le mix avec les énergies renouvelables. Donc voilà, on décide un peu au doigt mouillé. C'est d'autant plus grave. Et je finis aussi en disant que oui, il y a aujourd'hui des risques technologiques très importants, et notamment sur le l'EPR2. Et vous ne pouvez pas dire le contraire, Monsieur Armand. Oui, le l'EPR2, et y compris des experts, des très grands experts de l'industrie nucléaire, disent qu'il y a énormément d'incertitudes. D'un mot, Antoine Armand, là-dessus. Et après, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet, parce qu'il reste peu de temps. On peut reprocher au gouvernement de ne pas avoir présenté de projet de loi. Ma collègue Aurélie Trouvé et moi-même l'avons fait. On peut considérer que toutes les conditions ne sont pas absolument parfaitement réunies pour le faire. Mais notre travail de parlementaire, c'est de débattre, c'est de poser un cadre. On ne peut pas, comme vous le faites régulièrement, dire qu'il faut absolument débattre de ces sujets, avoir un débat sur le nucléaire à l'Assemblée, et quand on l'a, dire que les conditions ne sont pas réunies, que ce n'est pas assez. On a une occasion, elle est unique. Je crois qu'il faut qu'on soit tous dans cet esprit de responsabilité. C'était la question qui suivait. Vous débattez d'une loi qui fixe des objectifs énergétiques pour les années à venir, et avant même la fin de ce débat, vous avez le gouvernement, Marc Ferracci, qui explique qu'il va fixer ses objectifs par décret avant même la fin du débat parlementaire sur ce texte-là. Vous lui dites quoi? Est-ce que vous lui dites, comme Roland Lescure, soit on passe par décret, soit on passe par la loi, mais on ne peut pas faire la moitié l'un, la moitié l'autre C'est ce que j'ai dit avant Roland Lescure lundi à la tribune. Je considère que soit on considère que l'urgence est telle qu'il faut passer le décret immédiatement, et dans ce cas-là, peut-être pas absolument nécessaire d'inscrire, c'est le gouvernement qui l'a fait, la loi
à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, soit on respecte le processus démocratique. Et vous entendez le gouvernement ? Je vais vous dire un truc, on verra dans les prochaines semaines. Je constate que la PPE n'est pas encore publiée. En fond, de deux choses l'une. Soit il y a des convergences entre le Sénat et l'Assemblée. Et même si la navette dure, parlementaire, au fond, l'esprit du Parlement est respecté et la PPE peut être sortie. Soit il y a des différences manifestes entre ce qui est absolument... Soit il y a des différences manifestes entre ce que le Parlement a voté et ce que le gouvernement va appliquer. Et dans ce cas-là, on est face à un problème démocratique. Alors, le mot de la fin, Aurélie Trouvé, est-ce que vous ne débattez pas d'une loi pour rien là ? C'est un peu l'impression que ça donne. C'est grave parce que c'est du manque de respect total et des parlementaires et de la démocratie parlementaire. Parce que non seulement ils ne présentent pas de projet de loi avec une vision cohérente, ce qui aurait été de la responsabilité du gouvernement pour des sujets aussi essentiels, mais en plus, il nous annonce quelques jours avant l'examen parlementaire, écoutez, en fait, on fera un décret sans tenir compte de votre examen parlementaire. Tout ça en ayant en plus des choix, excusez-moi, assez hasardeux. Vous le savez très bien, par ailleurs, le texte, pour l'instant, supprime les objectifs d'énergie renouvelable, ce qui est quand même à l'encontre, y compris de tous nos objectifs français et européens. Dedans, il y a tout un on ne va pas refaire tout le débat depuis lundi, parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de rebondissements, mais donc, et on arrive au terme de ce débat. C'est que le cadre de ce débat est complètement loufoque et irrespectueux de notre démocratie. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Ça vous regarde. Ce débat, il se poursuit a priori jusqu'à la fin de la semaine et c'est à suivre évidemment sur notre antenne, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Merci à vous chers téléspectateurs et bonne soirée sur LCP.